De retour donc sur le plateau de samedi soir, dimanche matin avec mes invités que je vous présente. Philippe Moati, bonjour, Bonjour. professeur d'économie à l'Université Paris Diderot et cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Pascal Madry, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes économiste et urbaniste, vous êtes directeur de l'Institut pour la ville et le commerce et vous êtes directeur également du Procos, qui est la Fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé. Tout un programme. Sébastien Morand est à vos côtés. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes maire Les Républicains de Saint-Leu-la-Forêt en région parisienne et vous êtes vice-président de l'Association des maires de France. Vous êtes aussi conseiller départemental au Grand Paris. Alors n'hésitez pas à donner vos commentaires sur Twitter avec le hashtag DocuDébat. Vous en avez l'habitude maintenant. Alors je vais vous poser la même question à tous les trois. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce documentaire et est-ce que c'est vraiment la réalité du terrain? Sébastien Morand. Je partage cette image de la France. Alors, je pense qu'il y a des territoires qui sont... On fait la politique en fonction de sa géographie. Je crois que ça, c'est un principe de base. Et ce qui ressort de ce reportage, c'est qu'il y a des territoires qui ont été ravagés par la grande distribution et qui ont été vidés. Donc, les centres-villes ont été vidés de leur substance commerçante. Et qui dit moins de commerce, dit moins d'activité, bien sûr, mais moins de vie, tout simplement, dans les centres-villes. Et donc des boutiques qui se vident, des rideaux qui se ferment, des zones d'endroits qui peuvent progressivement s'installer. Donc il y a effectivement un vrai problème sur les villes qui ont été citées dans ce reportage. Et c'est vrai qu'en fonction des communes, en fonction des régions, je pense que la grande distribution peut amener quelque chose, bien sûr, et par contre, quelque chose de positif, et quelque chose, là, sur les exemples cités, je pense que c'est effectivement très négatif. Il n'est pas question de les diaboliser tous dans leur ensemble, évidemment, hein, mais c'est vrai qu'on voit effectivement les conséquences souvent sur les territoires. Pascal Madry, vous êtes d'accord avec ça? Le reportage nous montre bien effectivement le combat entre les petits et les grands, entre la grande distribution et le commerce indépendant, les centres-villes et les centres commerciaux. Je dirais qu'hélas, la bataille est perdue pour les indépendants, les centres-villes. Et c'est une vieille bataille qui a commencé dès les années 50-60. Peut-être qu'en complément, on aurait pu aimer avoir une vision peut-être plus territoriale, plus large, et qui montre que finalement, aujourd'hui, les frontières de la compétition se sont déplacées, qu'elles ne se jouent plus entre le centre-ville et la périphérie, mais plutôt entre les villes, entre les métropoles entre elles, et que c'est maintenant à cette échelle que les enjeux d'équilibre se posent. Ouais. Philippe Moati, quand les réalisateurs commencent le documentaire en parlant de passion française concernant les centres commerciaux, c'est vrai ou pas? C'est une passion française? Pas seulement française, elle est d'abord américaine, je pense, historiquement, mais c'est vrai que la France a connu une révolution commerciale comme les autres pays industrialisés dans les années 50-60, mais qui est très marquée par une force centrifuge qui a poussé le commerce qui était initialement en centre-ville vers les périphéries. Mais je crois que ce que montre le reportage, et il le montre vraiment très bien, c'est qu'on est en train de passer à autre chose. C'est que ces centres commerciaux, et plus généralement ce commerce de périphérie qui a taillé des croupières au commerce de centre-ville, qui lui a fait beaucoup de mal, est lui-même entré dans une période de crise. Donc nous sommes en train de vivre de nouveau une révolution commerciale où les cartes sont redistribuées. Il y a un nouvel acteur dont on n'a pas encore parlé, mais dont on parlera certainement, c'est le e-commerce, qui s'invite à la table et qui amène tous les acteurs du commerce à redéfinir leur position. Donc ces grands centres commerciaux qui ont été les champions de la révolution commerciale précédente, aujourd'hui se révèlent fragiles à leur tour et vont devoir se réinventer, peut-être même subir les contrefeux de l'histoire. Alors on en reparlera plus longuement tout à l'heure, effectivement, parce que c'est un aspect très important. On va d'abord réécouter un extrait de ce documentaire. C'est le maire de Villeneuve-la-Garenne qui s'exprime. Écoutez. Moi, ma politique, c'est il faut qu'il y ait 200 emplois à l'hectare. Donc, il y a ici 7 hectares. Il fallait au minimum 1400 emplois. Dès l'origine, on a su qu'il y en aurait 1500. 50% de ces emplois sont réservés aux habitants de Villeneuve-la-Garenne, ce qui est évidemment très important. Et oui, Sébastien Morand, ça se défend, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi à court terme quand ça ouvre. Et par contre, on ne s'interroge pas sur le nombre de boutiques qui ont fermé, sur les emplois que ça crée, sur le nombre d'emplois à temps plein que ça crée. Et donc c'est sûr que c'est difficile pour les élus de résister lorsqu'il y a des projets sur leur commune. Et là, vous avez devant vous un élu qui s'est battu et qui a été élu en partie, notamment en 2008, contre la création d'une route qui devait desservir un grand centre commercial et qui devait évidemment s'agrandir. Et moi, je me suis battu contre, parce que je pense qu'il y a des chances en ce moment, notamment dans des villes. Alors, je parle de ma ville, Saint-Leu-la-Forêt, à 18 km de Paris, plutôt
CSP moyenne plus, avec bien desservi, avec un centre-ville qui a gardé son cachet. Et là, moi, je vois depuis 25-30 ans un retour à la petite surface alimentaire. D'ailleurs, qui dépend de la grande distribution, mais petite surface alimentaire, alors qu'il y a 30 ans, il y avait pas. Je vois de nouveau des petits commerces qui s'installent. Je vois un marché qui gagne de l'argent. Alors on a investi, on a mis aux normes, on a créé des places de parking, la ville a racheté des boutiques. Donc l'élu que je suis comprend effectivement dans certains cas, mais il y a aussi les destructions d'emplois en centre-ville, qui a même d'autres problèmes. Et là, on ne parle pas on n'a pas interrogé les commerçants du centre-ville de la ville pour savoir s'ils étaient d'accord et s'ils étaient pour. Non, mais il y a une question qu'on peut se poser du point de vue des consommateurs, pour le coup. Peut-être que je vais vous poser la question à vous, Pascal Madry, vous qui êtes économiste. C'est que c'est intéressant aussi pour les consommateurs. On sait tous qu'aller faire ses courses chez un grand distributeur, ça coûte moins cher que dans un commerce de proximité. Enfin, je ne veux pas faire de généralité, mais enfin, c'est vrai que souvent, voilà. Donc, ils y retrouvent aussi leur bille, les consommateurs, non ? Alors effectivement, les marges des commerces, de la grande distribution en général, sont beaucoup plus faibles dans ces ensembles commerciaux. Donc le consommateur, évidemment, il gagne en pouvoir d'achat. Mais il y a un autre facteur aussi, c'est que nous sommes en France, certes, toujours plus urbains, mais nous vivons aussi toujours plus éloignés des cœurs historiques des centres-villes. Grosso modo, la population française se répartit à part égale entre les habitants des cœurs de ville, un tiers de la population française, un tiers en première couronne, un tiers en seconde couronne. Oui. Donc, en fait, et aujourd'hui, la croissance démographique se produit essentiellement en deuxième couronne. À cause des prix de l'immobilier, en fait, c'est ça? Entre autres, oui. Mais il y a aussi des choix. Enfin, ce n'est pas que des choix subis, ce sont aussi des choix de mode de vie. Et ces équipements qui sont aujourd'hui en périphérie sont finalement beaucoup plus proches que les cœurs de ville historiques. Donc, il y a le prix, mais il y a aussi l'accès, et finalement l'accès dans tous les sens du terme. Il y a des parkings, gratuits. Ces espaces sont plébiscités par le client. Philippe Moati, vous qui analysez et étudiez le comportement des Français, on dit beaucoup que les comportements de consommation ont beaucoup évolué ces dernières années. Dans quelle mesure? Ça a été exponentiel? Comment est-ce que ça a évolué? C'est un vaste sujet. Pour le dire autrement, la magie de cette manière de faire du commerce est un petit peu estompée. Incontestablement, la clé du succès a été dans l'adaptation de l'offre à ce qu'était devenue la demande. C'est pour ça qu'opposé grande distribution et petit commerce, les consommateurs ont été les juges de paix, en fait. En réalité, oui. C'est une formule qui a été plébiscitée, c'était adapté aux besoins des consommateurs. Aujourd'hui, on est dans un contexte un tout petit peu différent, où on a l'impression que ces commerces-là sont un peu trop dans l'uniformité. Les Français, sans doute parce qu'ils sont en prise avec une époque un peu compliquée, sont à la recherche de sens. Et comme la consommation occupe une place très importante dans nos vies, on a envie qu'à travers des gestes du quotidien, de retrouver du sens, tout simplement. Et donc, face à une offre qui s'est standardisée, qui est perçue comme étant relativement inhumaine, même si elle fait semblant d'avoir une approche personnalisée du client, au moins une fraction des consommateurs ont envie de se détourner de cette manière de consommer pour renouer avec un imaginaire du petit, du proche, de l'authentique, ce qui explique pourquoi on assiste aujourd'hui, avec des nuances qu'il faudrait apporter, mais à un certain retour du commerce de proximité. C'est plus tendance. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, on a fait le chemin vers les centres commerciaux. Enfin, ce sont les consommateurs qui ont fait ce chemin-là et ce sont les consommateurs qui initient le chemin inverse. Oui, alors je crois qu'il y a un point très très important qu'il faut mettre sur la table et qui distingue la période qui a porté l'essor de cette grande distribution et la période contemporaine, c'est que la société s'est complexifiée. On pouvait parler du consommateur à l'époque des hypermarchés, des centres commerciaux, et effectivement, ils ont été des acteurs de la consommation de masse, si vous voulez. Or, aujourd'hui, pour un tas de raisons très, très compliquées, la société s'est démassifiée. En gros, parler du consommateur au singulier, ça n'a plus de sens. Nous sommes tous très différents les uns des autres. Et c'est pour ça que ces concepts commerciaux qui continuent de traiter les consommateurs comme une masse informe sont de plus en plus déphasés par rapport à des individus qui se sentent différents les uns des autres et qui ont envie d'avoir une offre commerciale qui leur ressemble. Donc c'est un vrai défi pour le commerce de se démassifier à son tour. C'est ça que vous ressentez dans votre ville, vos habitants, quand ils vont sur le marché le dimanche? C'est que c'est un lieu de vie, c'est que les gens se rencontrent, c'est qu'ils viennent avec leurs enfants, c'est que c'est un lieu où ils ont besoin de se parler, ils ne sont plus dans les embouteillages, ils ne prennent pas la voiture. Effectivement, l'aspect centre-ville est très important, donc il faut pouvoir se rendre, habiter en centre-ville ou pouvoir se garer en centre-ville. Donc là, le marché, il y a eu des dizaines de places de places pour se garer au-dessus du marché de créer. Alors, chez vous, oui, mais ce n'est pas le cas dans toutes les villes. Ce n'est pas le cas dans toutes les villes, bien sûr, parce que c'est de plus en plus difficile. Ici aussi, à Paris. Oui, à Paris, bien entendu, mais il y a des transports pour le coup. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de villes, même de proches banlieues, qui sont
pas très bien desservis et pour lesquels il est absolument impossible de se garer en centre-ville. Mais ça devient difficile aussi de circuler dans nos banlieues de voitures, de prendre la voiture pour aller se garer dans un centre commercial, ça devient compliqué. Donc en fait, effectivement, le conservateur fait une balance. Certains achats peuvent tout à fait se faire dans les hypermarchés, tout ce qui est achat lourd, tout ce qui est pondéreux. Et par contre, bien, le commerce de proximité, le pain, le boucher, le poisson, ben on peut être très content de l'acheter à 2 pas de chez soi. Les commerces de bouche, ouais, surtout. Pascal Madry, tout ça, ça a changé l'urbanisme des villes, enfin la cartographie des villes, en tout cas. Elles ont évolué, ces villes de moyenne taille ou... Alors, en une génération de commerçants, oui, et pour le coup, c'est une vraie révolution commerciale qui s'est déroulée sur ces territoires. Dans les années 60, le centre-ville pesait à peu près 80% des dépenses des Français. Hein. Donc aujourd'hui, au maximum, c'est 20-25% pour des villes très attractives comme Strasbourg ou Toulouse. L'essentiel de la consommation se déroule maintenant en périphérie à hauteur de 60, 70, voire 75% dans certaines agglomérations. Avec un cœur de ville hypertrophié. Et là, cette fameuse proximité, eh bien, elle, en général, elle représente entre 10 et 15% des dépenses. Ah oui, donc c'est quand même, ça a énormément évolué. On parle des petits commerces qui souffrent, mais il y a aussi les agriculteurs, parce que c'est idiot, mais d'implanter un centre commercial géant à la périphérie d'une ville, ça représente des hectares de terre. Oui, alors ça rejoint la problématique de l'artificialisation des sols. Ceci étant dit, ce n'est pas le commerce qui est le principal consommateur de foncier. Ce sont d'abord les infrastructures et le logement qui, aujourd'hui, grignotent les franges des villes. Et finalement, le commerce ne fait qu'accompagner ce front d'urbanisation. Mais ce n'est pas le principal contributeur du phénomène. Alors, on parle beaucoup de cannibalisme dans le documentaire. On dit beaucoup que ces centres commerciaux se cannibalisent entre eux. On va réécouter peut-être le témoignage qui est assez bouleversant d'une commerçante qui, elle a cru à la promesse du centre commercial puisqu'elle s'est installée au centre commercial de la Vache Noire précisément, mais elle a tout perdu. Écoutez. Le centre commercial est censé déjà vous amener un flux de personnes. Mais quand ce flux-là, il n'est pas là au démarrage, mais les factures, elles démarrent le premier jour où vous commencez à aménager votre boutique. Donc, si vous n'avez pas de rentrée d'argent, ben, vous avez déjà plein de retard au début. Et ce retard-là, vous ne le rattrapez jamais. Je ne l'ai jamais rattrapé. Moi, j'ai tout perdu. Hein. Tout. 7 ans sans se payer. Et la seule chose que j'ai faite, c'est rembourser mon prêt bancaire pour ne pas avoir des ennuis au niveau familial. Voilà, c'est tout. Mais j'ai tout perdu, j'ai rien. Mais rien. J'ai bossé pour la gloire. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est très touchant. Cette femme a été depuis condamnée à payer. Elle a été condamnée par la justice. Elle est toujours dans les murs, mais elle a été condamnée. Pascal Madry, ils ont signé leur arrêt de mort, les centres commerciaux. Alors, je suis volontairement un petit peu provocante, mais ils se sont cannibalisés, tous ces nouveaux centres qui ouvrent. On a un témoignage là qui illustre très bien l'impasse économique de ce modèle des centres commerciaux. On a dit que la consommation était atone. On a vu que la fréquentation des centres commerciaux était en baisse de 12 points depuis 2007, d'avant la crise, 12 points de fréquentation en moins dans ces ensembles. Il n'y a qu'un indicateur qui progresse encore dans cette économie du commerce, c'est celui des loyers. Les loyers des centres commerciaux progressent en moyenne entre 4 et 5% chaque année, quand la fréquentation baisse, quand les chiffres d'affaires stagnent, etc. C'est pour ça que ce sont les grandes enseignes et les grands groupes qui s'y installent, d'ailleurs, ce que disait le réalisateur tout à l'heure. Des groupes de plus en plus intégrés, de plus en plus concentrés, qui peuvent effectivement jouer de péréquation entre leurs différents points de vente. Ce n'est pas le cas pour un indépendant qui sera immédiatement sanctionné si effectivement il n'est pas au niveau des performances attendues de ce type de centre. Mais ce sont des équipements qui malheureusement n'apportent plus le marché attendu lié à leur site, mais qui en revanche reste très cher dans les coûts d'occupation. On va parler peut-être un peu d'écologie aussi, parce que la COP21 arrive, évidemment, on en parle énormément en ce moment. D'un point de vue écologique, ça change aussi beaucoup la donne. Je ne sais pas, peut-être Philippe Moati, vous pouvez répondre à cette question, mais ça induit quand même beaucoup de choses aussi. D'un point de vue écologique, le tout voiture, etc. Enfin, on pense d'abord au tout voiture, parce que je rappelle que ces centres commerciaux sont nés à une époque où on pensait judicieux de spécialiser les espaces. Donc
le commerce n'est pas le seul coupable. Les urbanistes portent une forte part de responsabilité. Quand vous dites spécialiser les espaces, ça veut dire... Des zones où on vit, des zones résidentielles. Là, on a bâti soit des barres d'immeubles, soit des zones pavillonnaires, des zones d'affaires, comme la Défense, des quartiers artisanaux, et puis des zones commerciales. Voilà. Et puis on pensait qu'avec la voiture, on passerait d'un espace à un autre, ce qui était très juste dans ce contexte-là. Sauf qu'évidemment, ça consomme de l'espace et ça crée de la mobilité automobile. Donc aujourd'hui, on se rend compte des effets pervers de la chose. Donc c'est pour ça qu'on... De toutes parts, on réfléchit aujourd'hui en termes de proximité. La proximité ne voulant pas nécessairement dire pour le commerce un retour au commerce de centre-ville historique, pour des raisons évidentes qui ont été dites tout à l'heure, c'est que la population continue de vivre aux franges de la ville, mais plutôt de créer une proximité commerciale périurbaine dans un tissu moins dense. Donc c'est des choses qui sont en cours de réflexion. Donc là-dessus, j'ai un relatif espoir. Là où les choses vont être plus compliquées à gérer, c'est que toute cette économie du commerce et plus généralement de la consommation repose sur un modèle économique qui consiste à vendre toujours plus d'objets en quantité. Et ça nous met dans le mur, d'autant qu'on est en train d'exporter ce modèle aux pays émergents. C'est une bulle, quoi, en fait, c'est ça que vous dites. C'est plus qu'une bulle, c'est au cœur du fonctionnement du capitalisme contemporain. Donc le véritable enjeu, mais qui est énorme, et que nous avons devant nous, et qui est un enjeu majeur, c'est d'arriver à inventer un nouveau modèle de consommation qui soit moins fondé sur les quantités de produits que l'on vend. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on a dû casser des voitures pour en vendre de nouvelles quand même. Donc moins fondé sur les quantités de produits que l'on vend, mais plutôt des formes de qualité qui permettent de créer de la valeur économique sans consommer des matières non renouvelables. Sébastien Meurant, ce qui est compliqué aussi, c'est pour les politiques, parce que alors vous dites, vous êtes maire, vous, d'une commune assez conséquente de la banlieue parisienne. Vous êtes aussi, je disais tout à l'heure, vice-président de l'Association des maires d'Île-de-France. C'est compliqué pour les maires, on en parlait tout à l'heure avec le réalisateur, de refuser un projet. C'est vrai que c'est pourvoyeur d'emploi. C'est compliqué parce que le temps de l'élu n'est pas le temps de ces investissements, de ces méga-investissements. Oui. Lorsqu'on va parler, si on parle d'Imauchan sur le triangle de Gonesse, cet énorme projet, évidemment, lorsqu'on est à Auchan qui mobilise plusieurs milliards d'euros, il faut quand même que les puissances publiques puissent amener un certain nombre de dessertes. C'est consommateur aussi d'argent pour l'État. Mais là, ils réfléchissent à long terme, pour le coup, c'est vrai. Ils y réfléchissent à long terme. Mais c'est vrai que les élus locaux, eux, évidemment, peuvent être séduits par les sirènes. Par contre, un tissu commercial constitué d'indépendants, eh bien, ça se détruit assez rapidement et ça se reconstitue difficilement. Parce qu'entre-temps, se sont ajoutées des normes sur les boutiques, notamment en centre-ville. On souffre beaucoup, nous, sur les centres-villes qui sont anciens, de manque d'immobilier adapté, avec toutes les normes d'accessibilité, les multiples normes qu'on peut avoir d'hygiène, de sécurité, etc. Donc qui nécessitent des investissements très lourds, bien au-delà des capacités financières d'un jeune qui voudrait se lancer dans un commerce quelconque. Donc c'est compliqué, effectivement, pour les élus de dire non ou d'être sceptiques. C'est vrai que là, le projet du Val d'Oise, les élus ont tendance à être... et puis après, il y a un effet certainement moutonnier. Oui, bien sûr. On trouve aussi. Il y a une question qu'on peut poser d'un point de vue sociologique, peut-être. En préparant cette émission, j'ai lu un article dans lequel on disait « ces centres commerciaux, les tueurs d'ennui ». Alors, ça vous fait sourire, mais moi, je trouvais que la formule était peut-être assez juste. Enfin, en tout cas, je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que c'est vrai qu'on se dit, finalement, ça rejoint aussi l'ouverture des magasins le dimanche, on va se balader, c'est la balade du week-end. Est-ce que c'est mauvais, ça, finalement ? Après, c'est un choix de société. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que se termine le reportage. Et effectivement, ça ne fait que souligner le poids que la consommation a pris dans nos sociétés occidentales et où le centre commercial n'est plus qu'un lieu où on vient chercher des produits dont on a besoin, ça devient un lieu de vie. J'étais très étonné de voir l'un des responsables de Parly 2, ça nous ramène en 1969, dire déjà que le centre commercial était un lieu de vie. Alors, quand vous parliez du e-commerce tout à l'heure, parce que alors là, pour le coup, le lien social, il n'existe pas du tout. Oui. Donc c'est quand même assez paradoxal. Mais on peut se demander quelle est la qualité du lien social qu'on trouve dans un centre commercial. Oui, bien sûr. Donc il est vrai que les acteurs qui bâtissent des centres commerciaux, depuis l'origine, on vient de le voir, s'efforcent de les faire passer pour des lieux de vie. Ce sont quand même encore fondamentalement d'abord des lieux de consommation, même si c'est une piste de réflexion que les nouveaux centres commerciaux ont travaillé très en profondeur. Et je pense que c'est pas... propose de garder vos enfants, etc. Exactement. On met des œuvres d'art, on en fait des lieux de loisirs avant d'être des lieux commerciaux. Donc c'est une trajectoire qui est empruntée pour relancer la dynamique. Il n'en demeure pas moins que le centre de gravité est clairement commercial. Et si la fréquentation baisse aujourd'hui, c'est sans doute parce qu'en période de tension sur le pouvoir d'achat,
vous avez un certain nombre de consommateurs qui préfèrent ne pas se rendre dans ces lieux-là, qui sont des lieux où on va pour dépenser par définition. On préfère ne pas y aller pour ne pas céder à la tentation et sortir coupable. Et on préférera finalement dépenser au hasard d'une déambulation dans un centre-ville où on n'a pas l'impression d'être sorti pour dépenser. Alors, l'émission est quasiment terminée, mais je voulais vous faire écouter un dernier extrait avant de se quitter. C'est le maire de Douai qui résume sa façon de penser. Vous me direz ensuite si vous êtes d'accord avec lui. On est vraiment projet de société contre projet de société. Au fond, est-ce qu'on veut demain du commerce dans des centres-villes vivants, avec des restaurants, des terrasses, une vie urbaine mixte, ou est-ce qu'on veut des usines à consommer? L'ouverture d'Auchan Noël Godot était sans doute pas une bonne idée, et son extension aujourd'hui n'est certainement pas une bonne idée. Alors très vite, Sébastien Morand, c'est quasi philosophique, ces projets de société contre projets de société. Je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec ça? Et on arrive à un point où effectivement les grands centres commerciaux se font la guerre et s'entretuent. Et on voit aussi des enseignes disparaître de centres commerciaux. Pascal Madry, vous êtes d'accord avec ça aussi? Pas tout à fait. Pour moi, c'est la même société qui est en jeu, en centre-ville comme en périphérie. Maintenant, c'est quel équilibre on souhaite et comment on souhaite répartir les activités qui font la vie, qui font la ville dans l'espace public, en périurbain. Et Philippe Moiti? C'est d'accord, c'est pas uniquement sur le commerce que ça se joue. S'il y a un choix de société à faire, c'est sur la place que l'on accorde à la consommation dans nos sociétés. Eh bien, merci à tous les trois d'être venus nous voir sur le plateau de Public Sénat. Il est l'heure à présent de notre deuxième documentaire. Le 7 janvier 2015, en plein Paris, 12 personnes sont assassinées, parmi lesquelles des journalistes qui étaient en train de discuter du prochain numéro de leur journal. Bernard Maris travaillait à Charlie Hebdo. Il est tombé ce jour-là. Le film que vous allez voir est un portrait émouvant et tendre de cet homme iconoclaste de l'économie. Bernard Maris à la recherche d'un anti-économiste. Le film est signé d'Hélène Risser, qui était l'une de ses amies, et Hélène Fresnel, qui était sa compagne.